Donc, on va attaquer directement et brutalement. La transmission d'un pathogène responsable d'une infection sexuellement transmissible, je dirais IST dorénavant, se fait le plus souvent par le contact entre deux muqueuses. Et ces pathogènes, c'est une chose extrêmement importante, n'ont aucune opinion, aucune conviction. Il n'y a donc que les personnes infectées et les soignants qui ont des opinions et des convictions. Pourtant, pour la plupart des patients, une IST reste une maladie honteuse, encore plus chez les femmes. Elles racontent très volontiers qu'elles se sentent salies par cette histoire. La grande question est qu'est-ce qu'on va dire aux compagnons? Mais je mettrai une nuance sur les longues consultations que j'ai eues. Les hommes ne sont pas si à l'aise que ça quand ils ont une infection sexuellement transmissible, même si cela joue un peu plus viril. Alors il y a deux situations. Je dirais que la situation est très différente pour les groupes ayant apprivoisé ce problème. On va le résumer en mettant le monde homosexuel, mais ça pourrait être plus de lettres que ça, qui font volontiers du dépistage volontaire, du traitement post-exposition. Seule réticence, c'est la réticence à la notification aux partenaires qu'on leur demanderait de faire. Pour d'autres, il reste quand même une certaine retenue à exposer aux soignants et aux proches une partie de leur intimité et sexualité, et c'est assez marrant de dire dans la langue française une partie, parce que ça évoque à la fois une partie de son cerveau et une partie de sa symbolique corporelle. J'adore la formulation de patients, pourtant que je suis depuis longtemps, quand je leur explique que là, manifestement, vous avez attrapé une syphilis, qui me disent « Je vous jure, docteur, ce n'est pas possible ». C'est sidérant de la part de gens avec qui on se connaît depuis longtemps. Les grandes IST virales dans le monde, la figure du haut, c'est l'estimation du nombre de nouvelles personnes infectées par le VIH en 2021. Vous voyez qu'il y a encore 1,5 million de personnes en 2021 qui ont attrapé le VIH, avec une répartition géographique que vous voyez. En bas, à votre gauche, c'est le papillomavirus. Là, ce n'est pas l'épidémie de papillomavirus, c'est l'épidémie de cancer du col utérin liée au papillomavirus. Et vous voyez évidemment l'inégalité territoriale là aussi. Et en bas à droite, l'épidémie d'hépatite B, qui est une maladie sexuellement transmissible, qui atteint 200 millions de personnes. Et pour là, on a un peu plus d'espoir parce que les vaccinations de masse commencent à faire diminuer le nombre de personnes infectées. Un petit spot sur la syphilis. En médecine, on apprend que la syphilis reste la plus grande simulatrice, et c'est vrai, tout le monde se fait piéger par des syphilis, donc je ne détaille pas. Et un petit focus sur la syphilis congénitale. Encore 700 000 cas par an, 10% de la totalité des syphilis quand même. Elle peut se transmettre pendant toute la grossesse, que la syphilis chez la mère, donc soit primaire, secondaire ou latente, elle peut se transmettre. Et la transmission est plus grave au 2e et 3e trimestre. En l'absence de traitement de la mère, vous pouvez lire sans que je vous le dise, le pronostic est effroyable dans tous les cas. L'objectif OMS pour 2030, c'est un dépistage couplé VIH, hépatite B et syphilis pour toutes les femmes enceintes, en ayant la présence d'esprit, si c'est négatif, de reproduire le dépistage au fur et à mesure de la grossesse. Un petit spot sur le papillomavirus, on va commencer par votre gauche. Alors c'est franco-français, le nombre de cancers induits par le papillomavirus en France par an. Alors il y a 2900 nouveaux cas de cancer du col utérin, donc évidemment chez la femme. On a tendance à dire « Oh, c'est pas si grave que ça, le cancer du col utérin ». En dehors des dégâts que ça fait localement, ça fait quand même 1100 décès par an. Au total, il y a 3500 nouveaux cas de cancer liés à l'HPV. Si on enlève les 2900, vous voyez que ce qui reste, c'est 70% chez des hommes. Donc on arrête de dire qu'on vaccine les petits garçons que pour protéger les filles. Et dans ce cas-là, la majorité des cancers chez l'homme liés à l'HPV, ça peut être le rectum, le pénis, avec les conséquences que vous imaginez. Mais sans ça, maintenant, majoritairement, c'est les lésions ORL. Et à droite, un coup d'espoir. En Suède, je ne vais pas faire marcher la flèche, je fais rien. En Suède, voilà, à partir de jeunes filles qui ont été vaccinées tôt, vous avez un suivi pendant 22 ans de ce qui s'est passé. Et vous voyez que le nombre de cancers du col utérin est quasi nul. Ici, vous avez la courbe de femmes qui n'ont pas été vaccinées, et vous vous rendez compte qu'on est à 30 ans. Vous imaginez à 50 ans, il va falloir enlever le plafond là. Et la petite note d'espoir en plus, c'est pour celles qui n'ont pas été vaccinées à temps, c'est-à-dire après avoir contracté le papillomavirus, la vaccination fait quand même diminuer le risque. Des progrès considérables. La PrEP, pré-exposure prophylaxis, empêcher les personnes non infectées d'attraper le VIH lors de contact.
On a plein de moyens avec, pour ceux qui n'auraient pas vu ce moment magique, Lenacapavir 0, c'est-à-dire pour la première fois en pays d'Afrique subsaharienne, là c'était en Afrique du Sud, une PrEP a marché à 100%. Ça ne sera pas vrai, 100%, ça n'existe pas en médecine, mais c'est quand même une révolution. Donc les challenges de la PrEP, il faut qu'elles soient proposées, que le patient soit convaincu que la personne peut arriver à prendre cette PrEP. Pour les anciens de cette salle, pendant des années, on nous a dit que ce ne serait pas possible de mettre des traitements antirétroviraux en Afrique subsaharienne parce que les gens n'arriveraient pas à les prendre correctement. L'Afrique subsaharienne nous a démontré l'inverse, il faut qu'on fasse pareil pour la PrEP. Que la personne concernée perçoive en elle-même qu'elle est à risque d'attraper le VIH. C'est le challenge le plus délicat à faire. Il faut des équipes bien entraînées. Et par exemple, je vais donner un exemple pour montrer que ce n'est pas si facile. Une femme enceinte ou allaitante est bien plus sensible à l'acquisition du VIH qu'une femme qui n'est ni enceinte ni allaitante. Et comment on va appréhender son risque de croiser le VIH pendant sa grossesse et ou l'allaitement. Le dépistage systématique des IST et le traitement post-exposition. Maintenant qu'on a des techniques de PCR, c'est extrêmement simple. On prélève urine, pharynx, anus, on fait un test et on a la réponse sur le chlamydia et le gonocoque. Donc ce dépistage est recommandé chez les HSH pluripartenaires et chez les travailleuses du sexe. Il est régulièrement fait chez les patients VIH sous traitement et chez les PrEPeurs. Là, on n'a pas de souci et on le fait très très volontiers. Et en fait, les Belges ont publié que si on faisait tous les 6 mois au lieu de tous les 3 mois, ça ne changerait strictement rien à l'affaire sur les nombres de nouveaux cas. En dessous, la stratégie de la PrEP post-exposure prophylaxis, prise de 200 mg d'oxycycline dans 24 à 72 heures après l'exposition, ça marche. Et la dernière, je vole 30 secondes à tout le monde, quels sont les facteurs de risque d'attraper une IST? Le multipartenariat, bien évidemment de la personne elle-même, que ce multipartenariat soit désiré, recherché, ou qu'il soit subi. Le risque infectieux est exactement le même. Et du compagnon de la personne qui a un multipartenariat. On peut avoir une vie de probité absolue. Si le compagnon n'est pas pareil, on peut avoir une IST. Les violences sexuelles sont un risque d'IST, même si j'ai mis ces violences sexuelles entre guillemets volontaires, parce que j'utilise le mot violence au sens de dégâts anatomiques. On a vu comme ça une grande épidémie d'hépatite C chez les HSH. L'inflammation locale, et là-dedans je rajouterai les stratégies d'hygiène locale agressives qui favorisent l'acquisition d'IST. La situation hormonale, je vous en ai parlé pour le VIH, la non-utilisation des procédés préventifs, la très grande promiscuité, on y est presque au bout. Ces grandes promiscuités sont en général dans un cadre sexuel festif et du coup, on a vu apparaître des épidémies qui n'étaient pas des IST, mais le contact sexuel multiplié les a déclenchés ainsi. On a eu des épidémies de méningocoque, d'hépatite A, de monkeypox, qu'on doit appeler Mpox maintenant. Et un petit clin d'œil pour finir. Nous avons eu la surprise de découvrir une amibiase hépatique chez un patient né en Paquité la France. Or, il n'y a pas d'amibiase en France. Et en fait, ce patient avait été un adepte du baiser du colibri. Et il avait eu ce baiser du colibri avec une partenaire venant d'une zone d'endémie. C'est comme ça qu'il a eu une amibiase. Tout pour vous dire qu'on est très loin de notre schéma. Ah, il a fait ça sur le plan sexuel, il s'est passé ça. Merci.